On commence cette table ronde. Voilà, ils sont formés, ils sortent de l'école. Est-ce que c'est facile pour eux de trouver du travail? Ou bien est-ce qu'au sein des structures, que ce soit les gestionnaires ou les directeurs, il y a toujours cette petite méfiance? Comment, pourquoi les recruter? Quand ils arrivent dans une équipe très féminine, comment trouvent-ils leur place ou la prennent-ils? Ou quelle place leur donne-t-on ou leur laisse-t-on? Quel est l'intérêt d'avoir des équipes mixtes? En quoi la diversité est une richesse? Équipe mixte, on le verra, c'est pas recruter un homme alibi, c'est plutôt essayer de recruter indifféremment un homme ou une femme pour un poste. Et on verra aussi que, en tout cas, les deux professionnels qui sont là ont tous dit que c'était quand même plus facile qu'il y en avait deux qu'qu'il n'y en avait qu'un. Nous verrons aussi avec Sandra les réticences que les parents ont et que c'est un frein à plus de mixité, non seulement dans les établissements d'accueil du jeune enfant, mais aussi et surtout quand il s'agit d'engager une personne pour garder les enfants à leur domicile. Alors, une petite pensée pour les assistants maternels. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais il n'y en a pas en tout cas dans cette table ronde. Je sais que pour eux aussi, ce n'est pas facile. Quand ils travaillent en couple, ça va. Mais quand ils sont tout seuls, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des familles qui leur font confiance. Alors, pour évoquer tous ces sujets, nous avons 4 intervenants. Thomas Griot, Joseph Kosman, Frédéric Bernard et Sandra Kutzmann. Et j'ai fait le choix de les présenter au fur et à mesure de leur intervention, parce que ça me paraît plus facile. Alors, Thomas Griot, je commence par vous parce que finalement, vous êtes le seul homme à ne pas être, le seul ici à ne pas être un professionnel de la petite enfance. Mais vous êtes historien, chercheur au CNRS et à l'École des hautes études en sciences sociales, et vous êtes surtout l'auteur d'un livre qui s'appelle Un homme à la crèche, un livre de portraits témoignages que vous avez publié en 2015, une époque où vous étiez vous-même jeune père d'un enfant accueilli en crèche. Et à cette époque, vous demandiez finalement, votre idée, c'était de dire est-ce que la problématique d'un jeune papa, c'est la même que la problématique d'un homme professionnel dans une crèche? Et assez vite, au fil de l'enquête, vous vous êtes rendu compte que c'était très différent. Vous avez aussi assez vite compris au fil des interviews que aucun parcours ne se ressemblait. Il n'y a pas d'hommes professionnels qui travaillent en crèche type. Il y a plein de parcours, beaucoup de reconversions, beaucoup de façons différentes de trouver sa place ou de ne pas bien la trouver. Et vous avez choisi pour votre intervention de lire des extraits de votre livre. Vous avez choisi 3 extraits et vous allez évidemment nous les introduire, nous dire pourquoi vous les avez choisis et le contexte, et nous les restituer dans leur contexte. Vous avez 10 minutes et je vous couperai. C'est parti, donc je vais essayer de profiter de mes 10 minutes et je commence tout de suite. Donc vous l'avez dit, je suis historien, je suis une pièce rapportée, mais je suis spécialiste des Amérindiens et des Indiens d'Amérique, donc c'est exactement la même chose que les hommes en crèche, donc j'étais pas perdu. J'ai fait des entretiens, comme j'en fais dans mon travail par ailleurs, des entretiens au minimum 2 heures, donc on a pris le temps de se poser, voilà, pour en parler avec une dizaine de professionnels. Et j'ai fait de l'observation en crèche aussi. Donc c'est à titre d'observateur extérieur, donc je suis l'ONU dans le débat, que j'interviens, et pas du tout en tant qu'expert. Donc je vous demande d'être indulgent si je dis des bêtises, bienveillant. J'ai essayé de l'être moi aussi, et de garder en même temps une relation d'extériorité, de distance un petit peu, parce que je ne suis pas un homme qui travaille en crèche, même si, comme vous l'avez dit, Catherine Lelièvre, c'est aussi parce que j'étais homme que ça m'intéressait, que j'ai voulu faire ce petit livre dans la collection Raconter la vie au Seuil. J'ai choisi les extraits qui parlent surtout en fait des efforts qui doivent être faits de part et d'autre quand il y a un homme qui arrive en crèche. Des efforts, des ajustements, des adaptations, des petits discours tout faits qu'on arrive à mobiliser pour normaliser la situation. Je vais lire ces 3 extraits et effectivement les commenter rapidement à chaque fois. Et puis on pourra en reparler après si ça vous a intéressé ou si c'était complètement n'importe quoi. Je commence. L'autre jour, et je dois préciser que je parle à une personne que j'ai interrogée, mais pour essayer de maintenir cette relation dialogique qui était présente en fait dans l'entretien. L'autre jour, les collègues t'ont fait conduire le van pour emmener les enfants à la bibliothèque. Ça s'est fait comme ça. Elle s'interroge. C'est parce que tu es un homme ou parce que tu en avais déjà conduit un? Ta collègue Estève se fait la remarque. C'est bizarre, mais si un papa hante pendant que je fais le change, je cache le sexe de l'enfant. Pas si c'est une femme. Votre sort à toi et au papa est lié par ces petits machins qu'on se sent obligé de vous cacher. Mais tu es un professionnel, pas un papa, pas en premier. Toi, tu t'es naturellement posé la question dès l'examen.
Tu as répété avec ta femme ce que tu dirais lorsqu'on te demanderait, vous, un homme, pourquoi voulez-vous faire ce métier? Et tu n'as aucun souvenir de la réponse que tu as donnée. En tout cas, vous avez regardé des reportages à la télé sur ce sujet pour vous préparer. Il est vrai que tu es père. Il est possible que ça aide. Tu sais bien que tes collègues qui ne sont pas mères doivent elles aussi, à un moment, se justifier. Elles parlent alors de leurs nièces, de leurs petits frères, de leurs cousins, de leur baby-cité. Ça leur donne de l'assurance. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on dit souvent « je suis père ». Ce n'est pas absolument nécessaire. C'est une chose qui se demande, à laquelle on répond quand il faut. Les collègues et les parents ont envie de chercher à savoir. Tu as joué un peu avec eux, tu ne leur as pas dit tout de suite. Tout le monde est d'accord, ce n'est pas décisif au plan professionnel, l'important, c'est la formation. Mais avec certains parents, ça aide à faire le lien, ça met en confiance. À la question de ta présence au fond tout à fait bizarre en crèche, il existe des réponses toutes prêtes qui la rendent tout à fait normale et qui ne rendent pas nécessaire que tu sois père. Tout le monde y met du sien et fait des parallèles. On te compare aux infirmiers, aux sages-femmes hommes, aux gynécologues mâles, aux femmes qui apprennent la mécanique et aux instituts naturellement. La mère de Maya, elle, s'est souvenue pour moi très gentiment de la maîtresse d'école qu'elle a eue enfant. Une femme horrible qui l'avait dans le nez et tellement loin dans le nez qu'on a dû la changer d'école. Lorsque la mère de Maya a amené sa fille à la crèche, elle s'est dit que certainement un homme, ce serait très bien. Une autre maman me déclare sans détour « Je suis contente qu'il y ait un homme dans la section car ma petite fille aime les hommes ». Que la réciproque soit une déclaration suicidaire, c'est ce que disent clairement les hommes recalés à l'examen d'éducateurs jeunes enfants pour avoir justifié leur candidature en déclarant « parce que j'aime les enfants ». Quand je m'avance avec mes souliers d'éléphant et que je reparle pour la énième fois de la pédophilie avec de moins en moins l'impression que c'est une question intéressante, « Oh, disent les mères, il ne faut pas penser à mal, ça traverse l'esprit, mais on fait confiance à la personne, c'est le package. Et puis c'est bon, il est avec des femmes. » Et pour m'achever, il y en a même qui ajoutent « Il s'en occupe mieux que les femmes, parce qu'il doit faire encore plus attention. » Alors ce qui m'a intéressé dans ce passage, c'était de montrer un phénomène que je n'avais pas soupçonné avant d'aller en crèche, c'est-à-dire la manière dont, quand ça se passe bien, en fait, les équipes et les familles peuvent collaborer, en fait, pour essayer de normaliser la présence des hommes. Une situation dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle n'est pas normale au départ, qu'elle sort de la norme. Donc même si les gens ont des préjugés professionnels, enfin les professionnels ou les familles, comme ces professionnels qui cachent le sexe des enfants devant les hommes, ben, tout le monde m'a donné l'impression de pouvoir assez facilement mettre ces préjugés de côté, de trouver des ressources, si vous voulez, pour faire face à la situation. Et même de trouver des avantages à la situation. Par exemple, cette mère de famille qui n'a pas aimé sa maîtresse d'école, cette autre maman qui dit « ma petite fille aime les hommes », etc. Le deuxième extrait donne un aperçu de la manière dont certains professionnels acceptent ces assignations-là sur leur rôle à la crèche, ou plutôt dont ils font avec. Je démarre du coup une autre citation. Pour Difan, un éducateur jeunes enfants, c'est très net. Sa masculinité lui a été comme une distinction et ne lui a jamais fait de tort. Aux yeux de ses collègues, il en est sûr, sa démarche était noble, je cite ces mots, c'était pas juste pour chercher un boulot. En fait, tout conspirerait à faire des hommes isolés dans, je cite, des milieux de femmes, des parangons de l'antinature, du travail, de l'effort. Il n'est pas impossible en effet que les hommes servent à leur insu de modèle, de preuve que c'est l'apprentissage qui fait le professionnel. Lorsque des directrices font en sorte de recruter des hommes, peut-être le font-elles en espérant accroître ainsi le professionnalisme, entre guillemets, de leur équipe. Mais on cherche aussi de bons naturels quand on recrute un collègue, de bons caractères. Le travail en crèche se fait en tandem, comme celui que tu formes toi, toujours la personne à qui je parle, avec ta collègue Estève. Les directrices essaient de mettre ensemble des personnalités compatibles et complémentaires. Je cite, une calme et une agitée, une vieille et une jeune. Et il y a aussi la question de la dynamique d'ensemble de la crèche. Comment ton recrutement va affecter tes collègues? Est-ce que tu seras souple? Accepteras-tu de changer le planning pour accommoder tel ou tel? Il s'agit de savoir, en somme, si tu seras un bon camarade. Mais par ces questionnements neutres en apparence revient l'idée que tu aurais des qualités masculines innées à mettre en avant en crèche. Quand il s'agit de définir ce que toi tu apportes, on finit par évoquer quelque chose qui serait non seulement naturel, mais même dans ton corps. On commence par dire qu'un homme à la crèche, c'est, je cite, un plus, comme on le dirait de quelqu'un qui vient d'une autre culture. Il y a du recyclage dans l'utilisation de cet argument-là, on n'est pas loin de dire « man is beautiful ». Ce plus est un je ne sais quoi très précis. On dit de toi que tu es calme, tu es posé, et donc tu calmes, tu poses. Même la psychologue de la crèche en atteste, ta voix, tes cordes vocales, au timbre grave et bas, te donnent une autorité naturelle qui apaise les petits. En posant ta voix, tu fais taire le tumulte des eaux. Doux ou ferme, ou les deux à la fois, tu es facteur de discipline.
En récitant cette leçon qu'on dit sur toi, on glisse des enfants aux adultes. L'homme, c'est aussi quelqu'un dont on attend qu'il ne s'embringue pas dans, je cite, des histoires de nanas. Alors la crèche serait un monde de nanas et les nanas ne seraient pas tendres entre elles. Tes collègues d'ailleurs se décrivent sans tiquer comme faisant toujours, je cite, de petites histoires, ayant de petites rivalités, de petites susceptibilités. Un homme, au contraire, lui, ne garderait pas un reproche par-devers soi, dirait les choses directement et ne viendrait pas agrémenter la mayonnaise. Donc tu es un tampon entre tes collègues, elles t'ont élu délégué, et toi, toujours modeste ou prudent, tu te contentes de dire « c'est peut-être parce que je suis plus âgé qu'elle, que j'ai une expérience très dure dans le monde du travail, que je relativise ». Certaines vont plus loin, pas toutes. Elles disent « qu'elle et toi, vous seriez au fond complémentaires. À toi l'autorité, à toi d'encourager les enfants à explorer, à tester leurs limites, à prendre des risques. Homme, tu dois être sportif, avoir ce rapport particulier à ton corps, la tension, le saut, la force. À toi aussi la charge de faire rentrer dans les crèches ce qu'on désigne assez volontiers à la fois comme le problème et la solution de tous les maux de la petite enfance, les pères. Tu acceptes volontiers cette dernière suggestion et tu t'imagines sans peine leur allié naturel en faisant l'hypothèse qu'un homme dans la structure permettra à ceux-ci de mieux participer. Les appâter en parlant de foot, car tu as été arbitre, pourquoi pas? Ou bien désamorcer avec courtoisie la colère d'un homme qui s'indigne qu'on ait perdu le doudou de son enfant, ou simplement te montrer compréhensif envers eux, alors que tes collègues, elles, ont tendance à s'agacer de devoir plus expliquer au père commère, voire même anticipent et leur disent « vous direz à votre femme ». Troisième extrait, je vais essayer de le faire dans le temps imparti, qui... Cet extrait, quand même, vous nous dites pourquoi vous l'avez choisi? Rapidement. Il était bien. Hein, oui. Troisième extrait, et je reviendrai à la fin, sur la position que les hommes se voient attribuer dans les équipes. Et du coup, vraiment, ce qui m'importait vraiment de discuter avec vous, c'est cette question du travail émotionnel que ça nécessite de la part des hommes. Et je parle là, cette fois, d'un autre professionnel, Sordi, que j'ai appelé Sordi, et qui vit dans le passage sa première expérience de direction. Il a été formé en tant qu'éducateur jeunes enfants et très vite il est passé en poste de direction. Au bout de 2 ans, sa directrice, qui après presque une décennie de bons et loyaux services voulait changer d'air, a préparé son départ. Elle a proposé à Sordi un poste de responsable pédagogique créé pour couvrir une partie de ses fonctions, le reste revenant à une administrative. Sordi avait l'air confiant la première fois que je l'ai vu, dans les premières semaines de ce nouveau travail, et c'est vrai qu'on avait proposé le poste à quelqu'un d'autre, à Eliès, qui était une éducatrice comme lui, qu'elle avait dit non. A-t-elle manqué de confiance en elle? A-t-elle succombé à la loyauté qu'il attachait à un groupe d'enfants qu'elle voulait suivre de leur entrée à la sortie de la crèche? Peut-être, peut-être pas. C'est ce que croyait Sordi. Eliès, elle, n'a pas l'impression d'avoir raté une occasion, elle pense même qu'elle a bien fait de refuser ce poste. J'avais besoin de me nourrir encore du travail auprès des enfants et des autres professionnels, dit-elle. Pour être en direction, il faut un minimum d'expérience. Je m'étais engagé auprès des parents, j'avais dit que je m'occuperais de leurs enfants, ils avaient vraiment confiance en moi. Et j'ai préféré refiler le bébé à Sordi. Il avait plus d'expérience et peut-être du fait que c'est un homme, il avait la carrure. J'étais soulagé, je lui ai dit « je suis vraiment heureuse pour toi, si tu as besoin d'aide, pas de problème, mais moi non merci ». Elle n'a pas de regrets. Et d'autant plus que pour Sordi, cette année a été à un poste de direction, c'est mal passé. Si d'autres hommes que j'ai rencontrés ont pu vivre le départ du terrain et l'éloignement des collègues et des enfants comme un soulagement, lui, il l'a subi comme un échec pénible. Il dit « j'ai pas envie de qualifier ça d'échec, mais c'était pas abouti. C'était en construction, mon identité de responsable était en chantier. » Ses collègues ont reconnu après coup « tu n'as pas été aidé, on n'a pas été tendre avec toi, on ne t'a pas fait de cadeau. » Oui, j'ai fini. Elles ont partagé... Encore 2 minutes, vous perdez du temps. Bah oui, non, je sais, je perds du temps. Mais si d'autres hommes que j'ai rencontrés... Prendre la place de l'ancienne directrice n'a pas été facile. Je ne vais pas y arriver, je suis désolé. Ça ne marche pas mon truc. Comment on éteint ce machin? Je vais y arriver, je vous remercie de patienter. Merci, voilà. Et donc, l'année n'a pas été facile. Il est content quand même. Il a réussi à blinder la relation aux parents, je cite. Il me trouvait très compétent. Mais il lui manquait par contre un savoir très précis. Quand on est chef, il y a quelque chose de primordial, dit-il. Proposer une organisation stable sur laquelle les professionnels puissent s'appuyer, et il n'y a pas réussi. Il est tombé. Comme Eliès, il pense maintenant que le poste était mal fichu, et qu'au fond, lui n'était pas prêt. Il dit encore, c'était pas le bon moment par rapport à mes capacités réelles. Nous nous demandons ensemble où le fait qu'il soit un homme a pu jouer et comment. Et à vrai dire, il a du mal à comprendre le rôle que sa masculinité a pu avoir dans le fait qu'il ait été choisi et distingué. Du mal à, je cite, faire la part des choses entre moi et le fait que je sois un homme. Il émet des hypothèses. On a pu me proposer ça et me faire confiance parce que je suis un homme parmi les femmes. Comme si ça allait être plus simple pour moi, que je n'allais pas être mêlé. Et il ne finit pas sa phrase.
Mais il la précise ensuite. Comme s'il n'allait pas être mêlé à des disputes entre femmes, comme s'il avait été choisi pour être un arbitre au-dessus de la mêlée. Cette première hypothèse, il aurait pu la poser à sa directrice, poser une question pour voir cette hypothèse confirmée, avoir un début de réponse, mais il ne l'a pas fait. Alors après avoir renoncé à ses fonctions de responsable pédagogique, il est retourné travailler avec les enfants dans la même crèche. Et comme je vous le disais au début, ce qui me paraissait intéressant dans cet extrait, c'était, pour la réflexion qui nous réunit aujourd'hui, c'était cette idée d'incertitude. C'était que, en fait, les hommes ne peuvent pas savoir exactement ce qui explique leur succès ou leur échec, ou le lier potentiellement à leur genre. On ne peut pas être sûr que c'est le genre de la personne qui explique sa promotion, ses difficultés, son échec, et en même temps, on voit qu'on ne peut pas ne pas se poser la question, et que ça demande beaucoup d'énergie mentale pour essayer de comprendre, ou juste de digérer cette situation, d'essayer d'en donner sens. Alors je me demande si donc on ne peut pas parler de couple psychologique à se retrouver dans une équipe mixte, d'une forme de soupçon aussi qui accompagne les hommes, soupçons qu'ils peuvent avoir sur eux-mêmes ou qui peuvent sentir peser sur eux-mêmes. Soupçon que c'est parce qu'on est différent qu'on a des difficultés supplémentaires. Alors il me semble important d'examiner cette question au-delà des ressentis individuels, des impressions. Qu'est-ce qu'on sait vraiment du couple psychologique réel qu'il peut y avoir à se retrouver le seul homme sur son lieu de travail? Est-ce que c'est une situation de minorité classique ou pas? Est-ce que c'est une situation différente d'être une minorité de genre et pas une minorité raciale avec énormément de guillemets ou culturelle? Et comment prendre en compte ce problème dans la constitution et le management des équipes? Merci. Super. Sandra Kunzmann, vous êtes chef d'entreprise, présidente de E comme enfant, une société de garde d'enfants à domicile, et vice-présidente de la Fédération du service aux particuliers. C'est à ces deux titres que vous allez intervenir, puisque la Fédération du service aux particuliers a signé le 7 octobre 2015 avec Pascal Boitard, alors secrétaire d'État chargé des droits des femmes, et Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, une convention pour un plan d'action pour la mixité dans les métiers de service à la personne. Alors, comme chef d'entreprise d'une société de garde à domicile, vous êtes formel, les hommes et les parents, c'est compliqué. Bon, et les pères, dites-vous, sont presque plus réticents que les mères. Donc, vous nous parlerez de tout ça. Et comme vice-présidente de la FESP, vous constatez l'ampleur du chemin à parcourir, car en 2017, c'est toujours jardinage et bricolage pour les hommes et personnes âgées et jeunes enfants pour les femmes. Donc voilà, c'est à vous. Vous avez chiffre à l'appui pour nous détailler la situation en 10 minutes. Merci beaucoup. Je voulais remercier Mike Marshall et la MEP de nous avoir invités à ce colloque et à cette journée qui est très très enrichissante et d'avoir intégré en effet l'accueil individuel au domicile familial dans les parcours de la petite enfance parce que c'est aussi un des pans importants de ces métiers-là. Pour vous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est que l'accueil individuel au domicile familial, la garde d'enfants à domicile. Eux comme enfants, nous existons depuis maintenant 2005, donc ça fait 12 ans. Et nous intervenons au domicile des familles pour garder des enfants qui vont de 3 mois, donc fin du congé maternité, jusqu'à l'âge de 12 ans en général, c'est-à-dire 6e, 5e, au moment de l'entrée au collège. Et sur tout type de prestations, c'est-à-dire du temps plein lorsque la famille n'a pas trouvé de solution de garde. Souvent, nous sommes une solution de garde par défaut, c'est-à-dire quand ils n'ont pas eu de place en collectivité, jusqu'au babysitting quand il faut sortir, mais surtout pour l'essentiel de notre métier, en péricollectif, c'est-à-dire que nous intervenons en relais, soit de la crèche, soit de l'école, périscolaire, péricrèche, et puis également, bien sûr, sur les prestations plus en urgence, les enfants malades, les contraintes familiales diverses et variées. Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que vous avez un PowerPoint? Mais qui s'en charge? Je ne sais pas, mais c'est pas grave. Autrement, vous inquiétez pas, on va faire sans le PowerPoint. L'ordinateur est là. Hein. Voilà. D'accord. Mais quand vous avez des chiffres, ça peut être... Oui, c'était pour les chiffres surtout. C'était depuis 2005, on s'est un petit peu penché sur... je me suis penchée sur les effectifs de l'entreprise et sur son évolution. Et on se rend compte, et je suis une bonne élève dans ces métiers, que je n'ai jamais dépassé 7% de mon effectif en intervenant masculin. Donc, à l'inverse, 93% de mon effectif est un effectif féminin. Et je n'arrive pas à dépasser ce plafond de verre. Alors, je suis une bonne élève parce que dans le secteur des services à la personne, c'est 99% de femmes dans la garde d'enfants. Donc, quelque part, on a du travail à faire, mais on essaye d'avancer.
Autre élément intéressant, c'est que l'âge moyen des hommes qui travaillent au sein de la structure, c'est 22,6 ans. Ce sont donc des jeunes. Et 100% sont étudiants. Et c'est là où je voulais venir au-delà de ces chiffres, c'est d'intégrer les freins. Pourquoi est-ce que seuls 7% de mes effectifs sont des hommes? Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi jeunes? Et pourquoi 100% étudiants? Alors, on a un premier frein qui est déjà la démarche pour une famille de faire appel à un intervenant qui vient à son domicile. Nous sommes au-delà de garder les enfants, nous sommes dans la sphère de l'intime. Nous intervenons au domicile. Et un homme seul au domicile, alors là, en revanche, ça clignote très très fort. Ça clignote pédophile, abus sexuels, etc. Donc on est seul au domicile avec les enfants. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'équipe derrière au quotidien qui pourrait contrôler. Qu'est-ce qui va jouer également? C'est l'âge du plus jeune enfant. Quand nous avons une fratrie à prendre en charge, s'il y a un enfant un peu jeune, les parents vont dire non, un garçon, alors oui c'est bien pour mon aîné. Mais pas pour le petit, parce que pour le petit, il n'est pas capable de s'en occuper, de lui apporter les soins nécessaires. Mais alors, s'il y a une fille trop grande, c'est pas bien non plus. Parce que s'il y a une fille collégienne, il va finir par l'abuser. Donc, c'est pas la peine non plus. Ou alors, elle va tomber amoureuse du baby-sitter. Donc, il faut pas non plus de garçon. Parce que c'est pas possible non plus. Donc, on n'a déjà pas les plus petits, on n'a pas les plus grands. Il est tout seul, ça commence à être embêtant. Bon, alors, on veut bien un garçon, mais dans ce cas-là, il donnera pas le bain. C'est pas grave, les enfants prendront le bain à 21h30 quand les parents rentrent. Mais bon, il donnera pas le bain. Ou alors, s'il donne le bain, alors je lui mets une provision de gants de toilette. C'est marrant parce que ce sont des réflexes que les parents n'auront pas lorsque l'intervenante est une fille. Alors que les gestes et l'intimité d'un enfant doit être pris en charge exactement de la même manière, homme ou femme intervenant. Et puis, il y a tout le sexe des enfants gardés aussi. Oui, je veux bien un garçon. Ça me dérange pas parce que j'ai des garçons. Parce qu'il va jouer au foot. Parce que il va leur apprendre à faire des constructions, des robots, de la mécanique, etc. Sauf que le garçon, il est peut-être littéraire, il est très bon en dessin, il adore faire de la pâte à modeler et il n'est pas du tout doué pour le foot. Alors qu'on a des intervenantes filles qui sont extrêmement douées pour les sports, la mécanique et la robotique. Donc toujours ces préjugés qui sont des préjugés sociaux et que l'on retrouve de façon très exacerbée parce que là, on est au domicile, on est à la maison, dans la sphère intime, dans les principes éducatifs des parents, dans le sens le plus privé et le plus réservé. Et puis le véhicule médiatique au quotidien dont on est, nous, les victimes peut-être encore plus pour nos intervenants parce que dès qu'il y a une affaire qui sort dans la presse, dans les médias, la réaction immédiate dans les demandes des familles d'avoir un intervenant à leur domicile pour leurs enfants, c'est pas de garçon. Oui, vous avez vu à la télé l'autre jour, l'animateur du centre de loisirs, c'était un homme, puis il est mis en examen. Donc systématiquement, toujours ce même regard des familles. Et le regard est pire chez les pères. C'est là où ça nous a étonnés au démarrage, quand on a commencé à travailler sur la proposition, sur la diversité justement des profils qu'on pouvait présenter. Et les mères sont en capacité de passer le pas en se disant après tout, pourquoi pas. Moi, j'ai besoin d'un intervenant. Si vous me dites qu'il est compétent, qu'il a passé votre process de recrutement, qu'il est compétent, qu'il a des diplômes, on y va. J'ai une fille, j'ai un garçon. Le père, en revanche, c'est non. J'ai une fille, je ne veux pas qu'un homme, un autre homme que moi, s'occupe de mon enfant, s'occupe de ma fille. Donc on a une vraie barrière du père de famille. Alors est-ce que, là je ne suis pas psychologue et je ne veux surtout pas rentrer dans un terrain qui n'est pas le mien, mais on a l'impression que c'est sur un problème de compétition, je sais pas, enfin il y a quelque chose qui je ne veux pas d'un autre homme pour s'occuper de ma fille au quotidien. Donc l'étiquette sociale est vraiment extrêmement importante. Et lorsque les familles acceptent un homme, ça peut être un homme, mais ça sera un étudiant, parce que c'est quelqu'un qui travaille
je dirais, pendant ses études, même s'il fait des études sociales, même s'il est étudiant, éducateur jeune enfant, éducateur psychologue, étudiant psychologue, étudiant, etc. Mais il est étudiant. C'est normal qu'il ait envie de s'occuper d'enfants pendant la durée de ses études. C'est un job. C'est un job étudiant, ça reste un job étudiant. En revanche, pas un professionnel, pas quelqu'un de plus de 30 ans, pas un retraité. Parce que dès qu'on est sur un professionnel, sur quelqu'un qui a plus de 30 ans, sur quelqu'un qui pourrait être en reconversion professionnelle, sur quelqu'un qui pourrait être un retraité, il y a pervers qui clignote sur son fond. Et on n'arrive pas à passer ce cap. De toute façon, on n'y arrive pas. Alors, on a essayé, nous, de travailler en interne sur ces stéréotypes. On en a même fait un film, un court-métrage, puisqu'on aime bien, chez Eux comme enfants, être un peu rentré dans le trash. Et dans les web-séries virales qui sont un petit peu trash. Et donc, on a même réalisé un court-métrage qui dure 2 minutes. Je ne les ai pas, j'y ai pas pensé mais qui est sur YouTube, sur notre chaîne, sur Angers-Desmonts, justement, qui s'appelle Angers-Desmonts, et sur la prestation avec une babysitter femme qui se passe extrêmement mal, et la prestation avec un babysitter homme qui se passe extrêmement bien, sur le problème de l'autorité. Joseph en parlait tout à l'heure, hein, cette notion justement de l'autorité, du stéréotype de l'autorité qui est bien chez un homme et moins appréhendé chez une femme. Donc voilà, on essaye de jouer aussi avec les stéréotypes pour amener les garçons à postuler aussi, à candidater, parce que c'est pas tellement la difficulté de les placer, parce qu'on arrive à convaincre les familles par un discours au quotidien, mais c'est surtout d'amener les garçons à candidater chez nous, parce qu'ils se disent, c'est de la garde d'enfants, c'est pas pour moi. Donc autant que je cherche, si je cherche un emploi, même un emploi étudiant, autant que j'aille chercher un emploi de livreur chez Deliveroo, chez Foodora ou chez je ne sais pas qui, plutôt qu'un job de garde d'enfants, on ne voudra pas de moi. Donc il faut aussi les amener. Notre travail au quotidien, et là c'est le travail aussi que nous faisons avec la fédération, c'est d'amener les hommes, les garçons, à candidater sur ces métiers, à considérer que c'est un vrai métier qui leur est ouvert autant que les autres. Ils ont quelque chose à apporter. Tout à l'heure, on parlait juste à l'instant de la diversité. Les hommes et les femmes, c'est pas pareil. Les vieux, les jeunes, c'est pas pareil. J'ai pas la même façon d'appréhender les choses que quelqu'un qui a 20 ans. J'ai pas la même façon d'appréhender les choses que mes voisins. Voilà, mais on est différents. C'est pas uniquement une question de sexe, c'est une question d'âge, c'est une question de vécu, c'est une question de parcours, c'est une question de milieu, c'est une question d'études. Il y a plein de choses. Et cette diversité-là, elle est importante, et c'est ça qu'il faut arriver à véhiculer dans le message au quotidien, c'est-à-dire pas seulement un message sexuel, mais également un message sur la diversité. Alors, toutes ces réflexions nous ont amenés dans le secteur des services à la personne à signer en effet une... je suis pas très douée sur ce genre de truc. Le secteur des services à la personne, c'est en effet un peu plus de 2 millions de salariés, 1,2 million d'emplois qui vont se créer dans les années à venir, un recrutement sous tension, mais c'est surtout, et c'est là où ça devient intéressant, 94% de femmes dans les secteurs de services à la personne, 99% au niveau du secteur sur la garde d'enfants à domicile, 90% dans le petit bricolage, et 70%, c'est là où ça descend un petit peu, c'est presque là où on a mieux réussi la mixité, dans le soutien scolaire et l'assistance informatique. Et donc ça nous a amené, cette réflexion nous a amené à signer avec la ministre Pascale Boitard, enfin à l'époque secrétaire d'État chargée des droits des femmes, et Emmanuel Macron, qui était alors ministre de l'économie, un plan sectoriel sur la mixité des métiers dans les services à la personne. Qui est un plan sectoriel sur 5 ans. Donc il y en a peu de plans sectoriels, je crois qu'il y en a 4 ou 5. C'est un plan sectoriel sur 5 ans pour agir sur la mixité des métiers. Et l'un de nos axes principaux, c'est bien sûr de masculiniser les métiers féminins des services à la personne. Bon, et également, mais c'est pas le propos d'aujourd'hui, de féminiser certains des autres métiers qui peuvent être, qui ont besoin de faire entrer des femmes. Alors, valoriser ces métiers,
Pour ça, on a plusieurs plans. On a un plan d'action qui est multiple, mais c'est valoriser les métiers. C'est un discours positif sur les métiers. C'est un vrai métier. L'accueil individuel au domicile familial, c'est un vrai métier qui nécessite des vraies compétences et pour lesquelles il y a des filières de formation et des diplômes. Donc c'est pas un métier de femme, c'est pas un petit job, c'est un vrai métier et c'est un métier pour tout le monde. Donc auprès des étudiants, les interventions dans les collèges, dans les lycées pour présenter ces métiers et pour permettre aux garçons de se positionner. C'est aussi de travailler sur la dénomination, et là on travaille au niveau de la branche professionnelle en tant que fédération patronale, de supprimer les connotations sexuées dans la dénomination des métiers. Comment un homme peut se retrouver dans le métier de nounou, nourrice, nounou. Comment est-ce qu'une femme, mais là c'est pas l'objet d'aujourd'hui, peut se retrouver dans le métier de homme toute main, c'est-à-dire ça veut dire bricolage. Comment est-ce qu'un homme peut se retrouver dans le métier de auxiliaire parentale ou assistante maternelle? On est toujours dans cette dénomination sexuée, donc c'est de travailler sur les appellations des métiers de manière à attirer aussi les hommes et qu'ils ne se sentent pas rejetés. Et puis, et j'en termine, je sais que c'est... Oui, parce que sinon, ouais, Nicole... exactement, c'est la formation professionnelle, ça veut dire, c'est aussi par la formation professionnelle et par la formation initiale, en s'intégrant dans tous ces dispositifs, que l'on pourra à la fois changer les appellations, faire venir des hommes et les intéresser à des métiers qui ne sont pas féminins, qui sont simplement des métiers qui demandent des savoir-faire et des savoir-être que les hommes ont exactement comme les femmes. Merci.